Alors, on va voir avec notre intervenant suivant, l'entreprise Guernica, Pierre Dorn. Excusez-nous pour le retard, Pierre Dorn. Vous allez nous donner votre point de vue d'un industriel sur votre approvisionnement peuplier. On a bien compris qu'il peut y avoir quelques difficultés à se procurer cette essence, mais sans doute allez-vous nous rassurer là-dessus. Je partage mon écran. Hop. Vous voyez bien et vous m'entendez bien? Voilà, oui, oui, tout à fait. Ok, alors je vais mettre ça vers le bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Si je peux cacher ça... Bon, ça devrait se disparaître. Bien. Ok, bon, voilà, très bien. Bon. Donc, le titre de la... Je vais ajouter une autre question en fait à tout le débat qu'on vient de faire et à ce système de questions qui est très intéressant. C'est en fait une question qui est valable pour toute la filière forestière, c'est la question de l'œuf ou de la poule. Donc, je vais vous laisser 15 minutes justement pour y réfléchir. C'est que est-ce qu'on a des industriels parce qu'on a de la ressource ou est-ce qu'on a de la ressource et donc on a des industriels? Donc, cette question qui est assez inextricable, nous, je vais vous montrer comment on l'aperçoit. Dites-moi juste si vous, de votre côté, vous voyez toute la présentation ou s'il y a un écran noir là sur la droite de la présentation. Non, on voit toute la présentation. Okay, très bien. Oui, j'ai l'impression, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc Guernica, en quelques chiffres, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec ça. Donc, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1941. Et aujourd'hui, on est la référence au niveau européen de l'industrie du contreplaqué peuplier. Donc, 1100 employés, 600 clients. Et alors, dans les principaux produits dont on parle, évidemment, aujourd'hui, si quand vous descendez la vallée du Rhône, vous êtes dans les bouchons, comme c'est le cas d'un Troyen qui descend dans le sud, et vous croisez plein de caravanes, bon, bah, moi, j'y vois un client parce que l'intérieur des caravanes camping-car mobil-home est fait en contreplaqué peuplier et on est aujourd'hui, nous, le groupe Guernica, un des plus gros fournisseurs pour ce marché qui est notamment situé en Allemagne. Tout ce qui va être aussi ameublement, donc en Europe, aussi sur les États-Unis, avec beaucoup de cuisines aujourd'hui qui sont faites en contreplaqué parce que là-bas, c'est considéré comme un arbre massif. Donc aujourd'hui, une très forte demande, ça c'est clair, avec pour le groupe Guernica, une croissance continue et alors un positionnement important qui est de s'installer dans les bassins populicoles. Donc la carte que vous voyez là, évidemment, on est une entreprise à la base espagnole, donc avec une présence sur les bassins du Douro et de l'Èbre, mais également depuis 2010 une présence sur le bassin de la Garonne et avec l'usine qui est en construction aujourd'hui sur le parc du Grand Trois, donc une installation sur les bassins, on va dire les bassins emblématiques de l'Aube et de la Seine, et évidemment tous les bassins limitrophes, et donc évidemment notre aire d'approvisionnement, on en parlera derrière, va jusque, on va toucher l'Isère et ainsi de suite. Donc ce qui est important pour nous, c'est que pour valoriser du bois, justement, il faut s'installer en local, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Nodin. On ne peut pas parler d'exportation si on ne parle pas d'investissement et de réindustrialisation. Un premier élément, et ça c'est pareil, c'est un chiffre qui est très peu connu, y compris dans la filière, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que le secteur forestier, au niveau français, c'est quand même le second poste du déficit commercial, 7 milliards d'euros. Alors le premier poste, c'est le pétrole. Ça, je ne vous fais pas de dessin, on dit toujours qu'on a du pétrole, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et en l'occurrence, on a de la forêt, mais semble-t-il, on n'a pas assez d'idées, parce que ça reste le deuxième poste du déficit commercial avec un total donc, de 7 milliards d'euros. Et ça s'applique aussi au peuplier, comme l'a dit Emmanuel Nodin, c'est grosso modo assez stable, 20% de la récolte. Alors quand on parle en pourcentage, ça ne veut rien dire. Moi, je vais l'illustrer en camions, ce qui veut dire qu'on a quand même tous les jours 35 camions grumiers qui partent avec du bois rond, non transformé localement, dans les pays limitrophes, notamment l'Italie, un petit peu l'Espagne et aussi le grand export via la Belgique. Donc moi, en tant que forestier français et en tant que, on va dire, contribuable français, j'ai toujours du mal à partir du principe qu'on a des fois aidé des plantations en France pour après exporter la valeur ajoutée. Donc très clairement, aujourd'hui, on le voit depuis 10 ans. Il y a une augmentation des capacités, notamment de déroulage. Alors pour le contreplaqué comme pour l'emballage, il y a des groupes qui sont présents notamment en Bourgogne-Franche-Comté comme le groupe Lacroix ou d'autres emballagistes. Il y a Emmanuel Nodin l'a cité récemment, des groupes comme Thébault-Drouin qui investissent aussi en Champagne-Ardenne. Donc il y a aujourd'hui clairement une accélération des nouvelles installations avec l'objectif de produire localement
et d'éviter l'export de matières premières en dehors de nos frontières. Donc ça, c'est la situation industrielle. Par contre, je ne vais pas vous faire de… Voilà, cette slide a déjà été présentée. Aujourd'hui, on va passer d'une situation de surstock, c'est-à-dire que ce qu'on coupe aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui a été planté dans les années 96 à 2000. Voilà, c'est du peuplier qui a 20 ans. On l'a bien vu en plus avec c'est parfait d'arriver à la fin parce que tout a été déjà présenté, notamment Eric Payassac qui vous a bien expliqué que les cultivars, au fur et à mesure, on a accéléré leur croissance. Les cultivars qu'on plantait en 96, ils mettaient 20-25 ans, donc on les coupe actuellement. Et vous voyez qu'à l'époque, on plantait quasiment 2 millions à 1,5 million de peupliers. Et un peuplier, ça fait 1 mètre cube à l'époque en 20-25 ans, aujourd'hui plutôt en 15 ans. Et donc aujourd'hui, on avait 2 millions de mètres cubes disponibles et on en coupait 1,5 million. Donc sur stock. Et évidemment, vous voyez que le point bas a été atteint dans les années 2013-2014 où on a planté en France 500 000 peupliers. Donc on a quand même divisé en 20 ans la plantation par 4. Heureusement, la courbe commence à s'inverser. On est revenu à 1 million, mais c'est encore insuffisant. Donc on est sur une dynamique très très positive avec les années 2019-2020 des plantations au-dessus de 900 000 plançons, donc ce qui est un record depuis 2006. Donc c'est extrêmement bien, mais il faut continuer. Donc la question qui est là-dessus, et ça revient à la question de l'œuf ou de la poule, c'est est-ce qu'on cherche à investir et à valoriser localement ou à transporter et exporter? Nous, c'est clairement une question aussi qu'on s'est posée, c'est facile. Quand on n'investit pas, on ne prend pas de risque, on garde notre usine existante, on transporte, on va dire, on dépense, on fait vivre les transporteurs, j'ai rien contre eux et je les connais bien et je les respecte beaucoup, mais nous, notre politique, c'est de s'installer localement, ce qu'on fait donc au niveau de la région Champagne-Ardenne. Donc, je ne vais pas revenir sur tous ces critères, mais je vais il y en a beaucoup de choses ont été déjà citées, c'est très bien. Pour nous, il y a un tas de facteurs clés. Et on ne peut pas dire, il y a eu des questions sur qu'est-ce qui explique qu'on a perdu tant d'hectares, qu'est-ce qui explique que… il n'y a pas une réponse. Luc Bouvard l'a dit, il y a le sujet de la taxe foncière, par exemple, où on a une hétérogénéité en fonction des territoires, du prix en euros par hectare. Il y a évidemment le prix du bois, il ne faut pas se leurrer, quand le prix du bois… quand le prix qui est payé ne paye pas l'investissement ou ne paye pas le risque pris par le propriétaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire prend un risque, il dépense aujourd'hui pour récolter dans 15 ans, même si c'est un pas de temps court pour un forestier, c'est un pas de temps long pour un investissement. Quand on parle des règles environnementales, j'aimerais bien utiliser aussi le propos et la présentation que vient de faire Nicolas Bobos sur le Morez Poitevin. Moi, j'ai eu des gros échanges avec d'autres industriels de la région. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, dans ce territoire-là ou sur d'autres territoires, le peuplier, c'était un peu la persona non grata, quoi. Ce que j'ai retrouvé dans certains commentaires faits sur ce chat. Et c'est très bien d'en discuter parce que justement, pour moi, c'est aussi un problème de communication. Et on le voit quand on se met autour de la table. Et on a eu le cas récemment en région Champagne-Ardenne. Il y a la création d'une réserve naturelle de l'Abassé sur lequel les premiers échanges étaient très clairement du fait que le peuplier, on va dire, un bon peuplier était un peuplier coupé. Aujourd'hui, après 1 an de travail avec l'Adréal, avec la DRAF, avec un tas d'organismes, dans le dernier compte-rendu fait pour la création de cette réserve et piloté par le préfet, on a clairement l'Adréal met en avant le fait que la polyculture a toute sa place et qu'évidemment, elle se doit d'être exemplaire. Donc, ça veut dire travailler sur les gaines, vous l'avez cité, il faut trouver des gaines qui vont être faits à partir de produits, on va dire, de produits naturels, non plus de plastique. C'est travailler sur le broyage, en effet, ne pas forcément broyer les premiers interlignes qui sont le long des rivières. Enfin, il y a un tas de choses. Donc aujourd'hui, je pense que, et cette réunion y participe, c'est qu'en se mettant autour de la table, en comprenant et en connaissant les attentes de chacun, on peut y répondre plus facilement. On n'y a pas parlé, mais on en a parlé de manière un peu… pas précise, il y a toute la partie morcellement. Alors, je profite aussi, si je ne me trompe pas, il y a des représentants du département, et ça, c'est à leur main. Il y a des grandes thématiques autour du remembrement, parce que, quoi qu'on dise, si on n'a que des parcelles de 200 arts, c'est très compliqué de respecter les règles environnementales, de faire de la rentabilité. Donc, il y a une vraie question sur ces sujets-là. Donc, voilà. Donc, c'est un tas de leviers, et je pense que
autour de l'axe majeur qui est de redonner une image juste et valorisante. On ne va pas dire qu'il faut faire du peuplier partout, ça serait une idiotie complète. Le peuplier a sa place que sur certains territoires, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là où il a sa place, en général, il y a peu d'autres valorisations et que si on fait bien du peuplier, on doit pouvoir répondre à l'ensemble de la multifonctionnalité de la forêt. Ce n'est pas juste un joli mot, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en pratique. En effet, on doit pouvoir travailler sur les aspects biodiversité, on doit travailler sur les accès d'accueil du public, et ainsi de suite. Et donc, il y a un besoin en fait de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, les pouvoirs publics qui ont un rôle fondamental sur cette image-là, en soutenant au moins la filière peuplier, tout ce qui est législateur, les gestionnaires forestiers, les exploitants et les industriels. Je ne vois pas les questions au fur et à mesure. S'il y a des questions ou s'il y a un problème de son ou tout ça, dites-le moi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre s'il faut. Ça fonctionne bien. Vous avez un bon rythme. Allez-y et puis on vous posera les questions ensuite. Très bien. Donc, alors, Emmanuel Lodin l'a signalé. Pour nous, l'industriel a un rôle de catalyseur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dire que l'industriel doit, on va dire, c'est à lui de résoudre l'ensemble des problèmes qu'on a mis avant. Mais par contre, nous, on assume clairement ce rôle de pouvoir aider et appuyer chaque maillon de la chaîne. Parce que même si on a des industriels qui sont très puissants, on va dire qu'ils mettent les capacités financières pour redonner une belle valeur au bois, s'il n'y a pas des pépiniéristes pour produire les plants en région, on aura beau vouloir planter, il n'y aura pas de plan. Et un plan de peuplier, ça met 2 ans. S'il n'y a pas des entreprises comme celle qui est intervenue tout à l'heure, Roland Bois, qui est aussi très active, il me semble, sur la partie plantation, les entretiens, et ainsi de suite, c'est pareil. Si on n'a pas des hommes, et vous avez parlé de formation, vous avez eu raison, si on n'a pas des hommes et des femmes pour planter, entretenir, ainsi de suite, entre guillemets, c'est pas l'industriel qui va pouvoir faire ça. Donc, c'est vraiment une chaîne. Et donc, nous, évidemment, dans la charte Marcil Peuplier, on est clairement un acteur majeur. Depuis le début du dispositif, on représente 40% des montants qui ont été intégrés dans la charte Marcil Peuplier. Et surtout, la position de Guernica, c'est que notre rôle, c'est de créer de la valeur ajoutée à travers nos produits. Beaucoup de personnes l'ont dit, aujourd'hui, il y a une très forte demande sur les marchés du contreplaqué, notamment peuplier, parce que c'est un arbre. Alors, une petite réponse, mais ça ne faisait pas partie des 5 propositions, c'est qu'un des avantages du peuplier, Emmanuel l'a dit, c'est la légèreté. Et donc, on a un produit aujourd'hui qui est peu substituable. Donc, aujourd'hui, on est capable de créer de la valeur ajoutée. Et si on crée de la valeur ajoutée sur nos produits, on doit être capable de le répercuter, évidemment, sur les revenus du propriétaire. Et la position de Guernica, c'est évidemment, on travaille avec des fournisseurs, des coopératives et ainsi de suite. Mais une des positions de Guernica, c'est d'acheter la majorité du bois sur pied en direct au propriétaire. Parce que pour nous, c'est une des façons de rémunérer le mieux possible le propriétaire et surtout de pouvoir donner des feedbacks très rapides sur la qualité de ce qui a été fait en termes d'élagage, en termes de choix de cultivar et ainsi de suite. Donc, un ratio qu'on utilise souvent, et c'est démontré, c'est que quand on investit 1 euro dans nos usines, grosso modo, on investit 1 euro sur le territoire, ça veut dire que c'est 1 euro planté sur le territoire, et à terme, pour nous, c'est 2 euros de revenus pour le propriétaire. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut alors planter ou replanter plus. Alors, au niveau français, en région Aura, Emmanuel l'a dit, c'est 7 000 hectares perdus. Au niveau français, c'est 40 000 hectares perdus. Évidemment, dans ces 40 000 hectares, il y a des terrains qui ne sont pas bons, sur lesquels le peuplier n'a pas sa place. Mais moi qui qui connais bien le sud-ouest, qui connais bien la région, on va dire, tout le Grand Est et la région de France, des terrains aptes au peuplier et qui aujourd'hui, on va dire, sont délaissés et n'apportent pas de valeur, on va dire, économique aux propriétaires et surtout écologique, c'est-à-dire qu'on parlera du rôle du carbone, évidemment. Il y a des surfaces considérables et sur lesquelles on peut aussi ajouter des superficies. Alors, je ne sais pas si ça concerne aussi la région Aura, je connais moins. Ce qui est sûr, c'est que ça concerne Hauts-de-France et Grand Est. Il y a toute la thématique des frênes calarosées et aussi des déprises agricoles sur certaines zones inondables. Donc, l'enjeu stratégique est très clair, c'est que dans les années qui arrivent, il faut qu'on plante 100 000 peupliers de plus chaque année. C'est-à-dire que sur la saison 2020-2021, on a dû arriver au million, on aura les chiffres l'année prochaine. Et chaque année, il faut planter plus. Et donc ça, il faut une mobilisation et surtout des échanges, comme il y a lieu aujourd'hui, entre tous les maillons, les pépiniéristes, les gestionnaires, les pouvoirs publics, les propriétaires publics et privés. Ça, c'est un point important, parce qu'on ne l'a pas encore trop cité. J'ai vu qu'il y avait des maires, me semble-t-il, qui participent.
c'est qu'on oublie souvent, alors on parle des propriétaires privés, moi je suis très content et nous, on les côtoie et on échange énormément avec eux, mais il ne faut pas oublier que certaines communes, moi je les connais bien sur tout ce qui est vallée de la Seine, vallée de l'Aube, les communes peuvent être des propriétaires importants de peupliers et c'est une ressource, on va dire, économique pour eux. C'est des communes souvent qui n'ont pas beaucoup d'autres ressources financières et donc que ces communes puissent valoriser ces terrains-là et faire rentrer de l'argent dans les caisses de la commune, c'est important. Donc, évidemment, il faut planter plus, mais alors je comprends que c'est très joli, on va dire, et ça fait très naturel quand on a une peuplerée avec un taillis dessous, c'est faisable, ça peut se faire de manière un peu intelligente, notamment si on ne laisse pas le taillis partout, on peut le laisser sur les premiers interrangs, comme ça fait une sorte de barrière et au milieu, ça reste propre, parce que faut pas oublier, alors je vais peut-être choquer certains en le disant, mais je suis forestier donc je l'assume, le peuplier pour moi c'est le plus agricole des arbres forestiers, c'est-à-dire que planter un peuplier et revenir 5 ans plus tard, autant rien faire. C'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent pour rien. Le propriétaire, pour moi, il a investi pour rien et à la fin, il n'aura pas de revenus. Et je suis désolé, mais si un propriétaire investit sur du peuplier, il faut compter pour planter et entretenir comme il faut entre 4 et 5 000 euros par hectare sur le cycle de rotation. Je suis désolé, bon, à part si la personne veut mettre ça et ne pas attendre de rentabilité. Sinon, pour moi, l'objectif, c'est quand même qu'à la fin, il en ait un revenu. Donc, il est évident qu'il faut planter, mais par contre, pour produire du bois jeune de qualité. Donc, le premier élément, et c'est pour ça que alors la réponse sur le fait que le cultivar, la rectitude, moi, je suis pas d'accord, c'est pas le critère numéro 1 ou alors c'est pas le critère, on va dire, c'est pas le critère racine, c'est-à-dire que la première chose, c'est de choisir le bon clone. Et le bon clone, c'est l'adéquation avec le terrain. Donc là, il y a l'importance d'avoir des gestionnaires, c'est-à-dire que, alors il y a des polyculteurs qui savent très bien faire eux-mêmes, mais après, je vous encourage à avoir des gestionnaires, coopératives, experts, ainsi de suite, qui vont vous conseiller, CRPF évidemment, qui vont vous conseiller sur quoi planter. Il faut qu'il y ait la résilience aux maladies, évidemment. Il ne faut pas qu'on répète les erreurs des rouilles sur les beauprés et des pucerons aujourd'hui sur l'I214 et d'autres cultivars. Et surtout, il faut qu'il ait une bonne qualité au déroulage. C'est-à-dire que nous, évidemment, il y a des cultivars. Alors, je vais pas aujourd'hui vous indiquer, je pense que ça sera mieux de faire ça sur le terrain, quels sont nos cultivars préférés. Mais aujourd'hui, la liste est suffisamment large. Éric Payassa l'a montré. Et il ne faut surtout pas mettre, entre guillemets, tous ses œufs dans le même panier. C'est une gestion qu'on doit avoir en bon père de famille. Ce que je veux rappeler aussi, c'est parce que j'ai beaucoup entendu quels sont les besoins de l'industriel. Je voudrais rappeler que moi, en tant qu'industriel, j'ai aucun besoin. Par contre, j'ai des besoins de mes clients. Et c'est vous les clients à la fin, c'est vous et on va dire vos familles qui achètent un camping-car ou qui achètent des meubles en contreplaqué, ainsi de suite. Donc le client, évidemment, demande des bois sans défaut. Et pour que ça se fasse sans défaut, il faut qu'il y ait l'ensemble des opérations populicoles qui soient faites, notamment les élagages. C'est indispensable. Ce que vous voyez à gauche, c'est un arbre de qualité parfaite où il n'y a pas de nœud. Et le client aujourd'hui, et c'est la voix du client, demande des faces, donc la partie qui est visible, sans nœud. Donc il faut élaguer jeune. Pareil, il faut faire des tailles de formation. Et l'entretien du sol, alors je vais me détacher un petit peu de ce que dit Éric Payassa. Pour moi, à part sur des zones très très riches, sinon au moins les premières années, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut entretenir le sol, alors avec des cover crops, avec des broyeurs, ça chacun ses préférences. Moi j'ai une préférence pour le cover crop, mais en tout cas il faut on va dire un peu une intensivité sans partir évidemment. Alors là, on est sur une culture 0-1-30, hein, voilà, ça c'est très clair. Mais en tout cas, il faut avoir une gestion un peu intensive. Et ma dernière slide, c'est pour dire que il faut faire du bois jeune, c'est-à-dire que au contraire de toutes les autres essences, moi j'ai été voilà, dans les eaux et forêts, on nous apprend que le chêne, le hêtre, tout ça, ça prend de la valeur en grossissant, en vieillissant. Le peuplier, c'est le contraire. C'est-à-dire que, alors on disait 18 ans tout à l'heure, c'est la moyenne, je suis d'accord, mais moi je suis plutôt sur du 13-18 ans. Et sur une majorité des stations qu'on a aujourd'hui, en adaptant bien le cultivar et en faisant une gestion assez intensive les premières années, pas question d'aller, à part la personne qui souhaite passer la tondeuse tous les ans parce que ça l'amuse le dimanche d'aller le faire, ce que certains font, hein, très bien, mais sinon la gestion, c'est surtout les 5 premières années. On peut faire du peuplier en 13 à 18 ans avec un objectif d'avoir une circonférence de 120 cm. Ça change aussi, ça fait un diamètre de 38.
beaucoup de gens, alors quand c'était pour un marché du sciage, évidemment, on était sur un bon peuplier. C'est un peuplier qui fait 45, voire plus de diamètre. Un bon peuplier pour le déroulage, c'est un peuplier qui est assez, qui est jeune et donc qui peut être d'un diamètre plus faible. 4 à 7 mètres élagués, donc il vaut mieux 4 mètres bien élagués que 7 mètres mal élagués. Donc l'élagage doit être fait jeune et sans fourche. Et donc, pour quelques repères sur des bonnes stations, eh bien, l'élagage à 3,50 m, ça c'est les billes qui sont demandées, il faut que ça soit fait sur une circonférence de 25 cm, donc à peu près 8 cm de diamètre, avec un ratio 40% de fût élagué, 60% de feuilles. Et pour ça, à la fin, vous avez une circonférence à 10 ans qui fait à 100 cm. Donc le but pour nous, c'est de produire du bois de qualité. Et ça doit être une garantie à la fin d'une rentabilité forte, y compris en période d'incertitude économique. Bon là, le Covid nous a fait vivre une double vague, c'est-à-dire qu'il y a un an, les gens se disaient mais est-ce que je vais vendre mon bois, est-ce que je vais vendre mon peuplier, est-ce que je vais vendre mon épicé à scolité? Et alors aujourd'hui, les gens se disent qu'il n'y a pas assez de bois pour produire tout ce que la filière demande. Voilà, donc je pense que de manière globale, il y a énormément de choses à discuter, la session est très constructive et surtout, il y a un dernier point, c'est il ne faut pas oublier que chaque acteur, on doit se demander d'où vient notre bois. C'est-à-dire que oui, j'entends toutes les démarches et les débats qu'il y a sur, on va dire, l'acceptabilité sociale du peuplier et l'acceptabilité sociale de l'exploitation. Sauf qu'à un moment, si on aime le bois et ce que les Français plébiscitent, il faut savoir d'où il vient. Donc, on peut fermer les yeux et avoir du bois, notamment contreplaqué en bouleau, par exemple, qui vient de Russie. Et je peux vous dire que si vous ouvrez les yeux, vous vous rendrez compte que le bouleau russe, je peux vous garantir que les conditions d'exploitation n'ont rien à voir avec le peuplier français. Donc, il faut aussi savoir faire la part des choses, mieux communiquer en tant que filière, mais aussi que chacun, on ait notre rôle pour ne pas ostraciser le peuplier et le remettre à sa place. Merci, Pierre. Parce que c'est partenaire aussi à la fin de votre intervention. Merci à vous. Quelques questions, en effet, pour vous, qui ont été concentrées par Gwenaëlle Scollan. Oui, Gwenaëlle, pardon. Une première question autour des cols, puisque qui dit déroulage et contreplaqué appelle l'usage de colle. Et la question, c'était de savoir quid des cols biosourcés à base de lignine pour remplacer les cols pétrosourcés, plus polluantes forcément. C'est une très bonne question. De toute façon, aujourd'hui, tous les industriels du contreplaqué en France, notamment sur le peuplier, ils travaillent. Donc, nous, on a clairement des premiers produits qui sortent avec des cols biosourcés. Après, on ne peut pas switcher du jour au lendemain en 100% biosourcé, mais c'est clairement des éléments qui sont en cours qui vont progresser et on va dire, et c'est très bien que le marché soit plus demandeur parce que c'est ça qui fait aller plus vite l'industriel. Donc ça, c'est déjà en cours. Gwenaëlle, d'autres questions? Alors, elles tombent en même temps, donc c'est vrai que c'est pas facile pour… Allez-y. Une série de questions autour de l'outil industriel et puis vos besoins. C'est toujours la question de savoir si c'est l'outil industriel qui s'adapte à la ressource ou la ressource qui s'adapte à l'outil industriel. On a l'habitude dans la filière de ce genre de débat sans fin. Une question sur le diamètre. Donc, quel diamètre pratiquez-vous pour le noyau de déroulage? 7 ou 9? C'est très technique, je suis pas sûre. C'est une question très technique. Ça dépend les dérouleuses, mais c'est entre 7 et 9. Donc, ce n'est pas une réponse de Normand, mais c'est à peu près ça. Après, j'avais vu une question et je souhaite y répondre sur valoriser les qualités moindres, valoriser les cultivars, les différents cultivars. En fait, aujourd'hui, on pose souvent la question quel est le prix du peuplier au mètre cube? Alors, quand on me pose cette question, je leur demande quel est le prix au mètre carré d'un appartement en région parisienne. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, ça vaut 20 000 € du mètre carré. Si vous avez un appartement en fin fond de la Seine-Saint-Denis, je respecte tous les habitants de ce département, c'est plutôt 10 fois moins. C'est la même chose sur le peuplier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un propriétaire qui a été mal conseillé ou qui a planté un peuplier il y a 30 ans, par exemple un Robusta ou un Blanc du Poitou, je ne sais pas quoi, qui a 30 ans, qui ne l'a pas élagué, et bien évidemment, il ne faut pas aujourd'hui qu'il s'attende à vendre son bois aujourd'hui au prix de quelqu'un qui a planté un cultivar assez récent, par exemple un Coster ou un Tucano qui a 15 ans et qui l'a bien élagué. Donc en fait, aujourd'hui, nous, en tant qu'industriels, on essaye de valoriser 100% des bois. Par contre, un mauvais peuplier, alors on va essayer de le valoriser le plus possible, mais ça va pouvoir valoir 20, 25, 30 € du mètre cube. Et pour l'industriel, ça ne vaut pas plus parce que, entre guillemets, on perd de l'argent à ça. Et un très bon peuplier, alors il y a des ventes aujourd'hui où le peuplier se vend
50, 55 euros du mètre cube et j'ai aucun souci à l'assumer. Et je pense qu'à ces prix-là, la rentabilité est bonne. Donc, voilà, il faut, à un moment, c'est que chaque type de peuplier a son prix. Et nous, on se charge, on se doit d'essayer de valoriser parce que quelqu'un qui s'est mal fait conseiller ou qui a mal fait les choses, ça ne veut pas dire qu'il va refaire mal. Donc, nous, notre rôle, c'est de couper ces arbres-là. Par contre, pour qu'ils puissent repartir sur une gestion beaucoup plus intensive. C'est-à-dire que s'il me remet un cultivar qui ne pousse pas et qu'il ne l'élague pas, là, je commence à dire qu'il le fait exprès. Donc, on est bien sur la notion de qualité de produit, comme dans n'importe quel secteur, qu'il soit alimentaire, luxe ou autre. Denaël, vous avez remarqué une dernière question, parce qu'il faut que nous donnions la parole donc, à notre dernière intervenante, Sabine Barretz. Alors, juste pour finir sur cette question-là, et puis j'en ai personnellement une autre derrière, donc vous avez bien parlé des qualités, la nécessité de produire des bois de bonne qualité. On sait aussi que les outils industriels, ils évoluent, vous êtes sur une nouvelle usine, et est-ce que voilà, il y a une évolution aussi de ces outils pour essayer de tirer encore meilleure partie de bois qui serait de un petit peu moindre qualité? Oui, bah ouais, on y travaille. Alors, si les Italiens sont descendus à 7, tant mieux. Je les connais très bien. Je vous garantis qu'entre 7 et 8 de noyaux, ça ne change pas grand-chose. Nous, ce qui est évident, c'est que le rendement matière, c'est un point clé. Si vous allez demander à un scieur quel est son critère clé, ça va être le rendement. Un dérouleur, c'est pareil. Après, en fait, on travaille sur notre partie, mais il y a toute la… Alors, c'est pour ça que la question était très bonne sur quels sont les principaux critères. C'est-à-dire qu'évidemment, la rectitude, c'est un point important. Donc, le choix du cultivar est important parce qu'il y a des cultivars qui sont plus ou moins droits. Il y a des cultivars qui sont plus ou moins ovoïdes aussi. Donc, en fait, et surtout, il y a beaucoup de propriétaires qui oublient de faire la taille de formation. En fait, la taille de formation, c'est le fait de défourcher l'arbre. Si vous avez un arbre qui fait 10 mètres de haut et après, il y a une fourche, et ben, pour l'industriel, au bout de 10 mètres, entre guillemets, l'arbre s'arrête parce que la fourche fait perdre beaucoup de diamètre. Si vous avez bien fait votre travail et que vous avez défourché à temps, et bien, au lieu d'avoir 10 mètres valorisables, vous en avez 14. Et donc, sur votre peuplerie, au lieu de sortir 200 mètres cubes, vous allez en sortir 220. Donc, c'est en fait chaque maillon. Le pépiniériste doit mettre les bons cultivars pour justement qu'ils soient proposés aux propriétaires. Les gestionnaires doivent surtout être très attentifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois encore trop de plantations qui sont faites et on revient 2-3 ans après. Mais c'est déjà trop tard. Il fallait intervenir la première, la deuxième et la troisième année. Donc, aujourd'hui, c'est à chaque acteur de faire pour qu'on améliore en effet le rendement. Et à la fin, si l'industriel a plus de bois, eh bien, il doit être capable de mieux payer à l'hectare le propriétaire. Denaël, c'est OK? Oui, on gardera les autres questions pour le débat tout à l'heure. Tout à fait, merci.